Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 vasectomies. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler une nouvelle fois de vasectomie sans scalpel. Et avec nous, aujourd'hui, comme toutes les semaines, le spécialiste français, le docteur Vincent Hupertan. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre L'Encyclopénis et vous avez franchi en novembre 2023 la barre des 1001 vasectomies. C'est impressionnant. Comment est-ce qu'on en vient à devenir le spécialiste de la vasectomie sans scalpel ? Oui, c'est des histoires particulières. Vous savez, nous sommes tous formatés par nos histoires de vie, par des rencontres. On pense parfois que c'est le hasard. Or, je crois pas tellement au hasard. Je crois qu'au rendez-vous, qu'aux rencontres. D'ailleurs, Paul Éluard disait qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et comme dans une espèce d'analyse, si je regarde mon parcours, mon passé, chaque fois les choix majeurs de ma vie, du métier, de la spécialité, de l'intervention, c'était des rencontres uniques qui ont façonné et ont modifié à vie mon parcours. Alors, on va raconter votre rencontre avec la médecine qui, je crois, se passe au fin fond des Carpates. On le racontera dans un instant, mais je crois qu'avant de devenir médecin, vous vous posiez des questions. Vous ne saviez pas si vous vouliez être analyste, mathématicien, médecin, plein de questions. Voilà, racontez-nous un petit peu tous les choix qui s'offraient à vous. C'était, vous savez, je crois pas que avant 18 ans, on est capable de savoir ce que l'on aime. On pousse nos enfants à choisir le type de bac, la spécialité, le métier. Or, c'est très difficile parce que sait-on de la vie à 17 ans? C'est compliqué. Hein? Et dans mon pays, on devait à 18 ans savoir le métier. Donc à 18 ans, on vous pousse à choisir un métier que vous allez exercer toute votre vie. Et imaginons que tu rates le choix, finalement, c'est un métier qui est une corvée. En lycéen, j'étais un fou des mathématiques. J'ai toujours donné les maths, c'était du concret, c'était de l'analyse, c'était ma joie, c'était des mathématiques. Donc je voulais travailler dans le domaine de l'informatique. En même temps, on savait que durant le communisme, c'est plus facile d'être médecin. Hein, t'as plus d'opportunités, c'est un métier qui semble plus noble et qui est plus intéressant. Donc j'étais poussé par tout le monde, y compris par ma famille, à faire médecine, alors que moi-même, j'étais pas encore décidé à faire médecine. Alors je précise que vous êtes originaire de Roumanie, vous l'avez pas dit. Donc toutes ces questions qui se mélangeaient dans votre tête quand vous aviez 18 ans, on n'est pas sérieux quand on a 18 ans, on connaît bien cette phrase, jusqu'au jour où vous partez en randonnée, je crois, dans les Carpates, et là il y a un événement qui va finalement un petit peu mettre de l'ordre dans votre tête. C'est un événement qui a marqué, car ce que vous voyez, 1983, 2023, et j'ai pas mal de détails de cette rencontre. C'était une rencontre dans laquelle je craignais rencontrer un ours et finalement c'est une histoire autour du miel. Alors racontez-nous. J'ai toujours été un fan de randonnée et de la marche. Pourquoi ? Parce que un système totalitaire fonctionne par la peur des voisins, la peur des amis, par la peur d'être écouté, par la peur de ce qui va t'arriver au cas où. Et le seul endroit où tu es seul avec toi-même et tu n'as pas peur, c'est quand tu fais de la randonnée. Parce qu'il n'y a pas de micro qui peuvent t'écouter, il n'y a pas les voisins qui vont raconter à la sécurité ce qui se passe. Et j'ai adoré la marche. Et c'est une espèce de marche presque initiatique quand j'avais 17 ans, donc juste arrivé en l'équivalent de terminale. Je décide de partir seul pendant une semaine avec un sac à dos et une tente, aller vers un monastère et qui était loin de les Carpates, et je devais passer à travers les forêts. Et on connaît tous l'histoire d'ours en Roumanie, il y a plein d'histoires, même si c'est pas d'histoire d'agressivité, on redoute tous de croiser un ours. Très impressionnant, un ours. Oui, c'est énorme. Pour l'avoir croisé des années plus tard, j'ai encore le sang qui glace dans les veines à l'image. Charles de Poule, quand j'imagine le quadrupède qui se trouve à 2 mètres de toi, je peux vous dire que c'est une sensation qui est extrêmement violente et puissante. Et pourtant, en 1983, donc c'est pas un ours que vous rencontrez, mais vous allez solliciter un petit peu l'hospitalité, je crois.
Oui, parce que comme il fallait bivouaquer dans des endroits plutôt sécurisés, il y avait une auberge sur le chemin. Je demande si il y a la place. Il n'y avait pas de place dans l'auberge parce qu'il y avait plein de pèlerins qui allaient pour la même monastère, c'était pour à l'Ascension en 83. Il n'y avait pas de place, donc je demande la permission de planter ma tente, ce que j'obtiens facilement. Je socialise avec des voisins dans un chalet, on parle avec une dame du métier, de la médecine, etc. Et elle m'explique qu'elle est bien aimé que ses enfants fassent médecine. Bref, la nuit, elle est plutôt calme, mais j'arrive pas à m'endormir. Pourquoi? Parce que c'était la première fois où j'étais seul en lisière de forêt. Le grillage autour, c'était pas très solide. Il y avait des chiens qui ont aboyé en continu toute la nuit. Et j'arrive pas à m'endormir parce que voilà, la peur, elle est là, elle est très présente. Et vers 5 heures du matin, je crois, 3, 4 heures, 5 heures du matin, je sais pas exactement, j'entends des pas qui s'agitent autour. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et au moment où je m'apprêtais à voir la pas de l'os qui rentrait dans la tente, finalement, c'est le fils de la dame qui vient me chercher. Docteur, alors que 17 ans, t'es pas docteur. Vous n'étiez pas docteur encore. Ah, vous n'étiez même pas sûr de vouloir être docteur. Voilà, donc j'étais un peu étonné, j'étais un peu sonné d'ailleurs. Venez vite, ma mère s'est brûlée. Donc, comme pensait futur médecin que j'ai ce qu'il faut dans la trousse de premier secours, en fait je n'avais rien, j'avais pas juste de la gaz, pas grand chose d'autre, mais j'avais 2 ingrédients qu'on utilise souvent, c'était du lard et du sendou, parce qu'on sait que le gras est bon cicatrisant, et j'avais du miel. Le gras et le sendou, il y avait plein de sel, donc j'ai voulu mettre sur la plaie, mais c'était pas terrible parce que du coup, je me suis rendu compte que ça brûle et il me restait que la solution du miel. Or, j'avais lu dans un livre d'aventure que le miel, c'est fantastique, c'est cicatrisant, ça aide, ça apaise. On n'avait pas tellement le choix. J'applique le miel, je fais un bandage avec la gaze et miracle. 5 minutes après, plus aucune douleur. Et beaucoup plus que cette histoire d'absence des douleurs, c'est le regard, c'est la gratitude, c'est le sourire de cette dame qui est passée de la souffrance aiguë, c'était très douloureux, à l'apaisement, était apaisée. Morale de l'histoire, toujours avoir du miel sur soi. C'est trop utile, y compris, c'est bon en randonnée faire du miel parce que c'est très énergisant et en même temps c'est bon à titre de cicatrisant. Est-ce que c'est cette histoire qui vous a donné envie de devenir, pour de bon, médecin? Pas tout à fait, mais c'est une histoire qui a marqué quelque part car j'ai compris ce que j'aime dans le métier. Ce que j'aime dans le métier, ce n'est pas tellement l'acte en soi, c'est pas tellement ce que je fais, hein, c'est ce que j'obtiens de la part des gens que j'ai soignés. C'est ce retour, ce remerciement, cette gratitude, ce regard qui est apaisé, c'est ça qui donne du sens au métier de médecin. Vous parliez tout à l'heure du regard de cette femme au fin fond des Carpates. Est-ce que ce regard, ce type de regard, vous l'avez retrouvé après au cours de votre métier de médecin, au cours de vos, par exemple, 1001 vasectomies? En fait, je crois que c'est ce regard, c'est ce que je cherche. C'est le regard que je cherche quand j'étais gynécologue, c'est le regard que j'ai cherché en étant urologue. Et ça m'a amené à la sexologie et plus tard à la vasectomie. Et c'est ce regard même que je cherche durant la vasectomie. Pourquoi? Parce que la vasectomie, elle est réalisable sous anesthésie locale. Donc vous avez quelqu'un qui est conscient, qui arrive avec des peurs et vous voyez son visage qui va se transformer. Avant, il a les traits tirés, il est pâle, il a peur, il transpire la peur. Et au bout de 10 minutes, de la durée de l'intervention, tous les traits, ça change. Et on passe, on rit au bloc, on fait des blagues. Et ce regard, à la fin de l'intervention, une espèce de gratitude, d'explosion de bonheur et c'est ce que je cherche en fait à chaque vasectomie. Et on aura l'occasion au cours des prochains épisodes de parler de tout ça, de votre parcours en tant que gynécologue, en tant qu'urologue, de toutes ces vasectomies, de comment on en vient à la vasectomie, comment ça se passe une vasectomie. On a beaucoup de choses à se raconter, docteur Hupertan. Juste avant de conclure ce podcast, si vous aviez un message pour les auditeurs, ce serait quoi? Le choix du métier, il faut être passionné. Si on est passionné par ce que l'on fait, ça c'est pas du travail. Qu'on soit journaliste, qu'on soit médecin, qu'on soit informaticien, qu'on soit de tous les métiers
du monde. Si on est passionné, c'est que on travaille pas. C'est le plaisir à l'état pur. Et on entend bien votre passion quand vous nous racontez vos histoires. Merci beaucoup, Dr Hupertan. Merci à vous. Chers amis auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré à la vasectomie sans scalpel. Si vous avez aimé cet épisode de 1001 vasectomies, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner également sur vos plateformes de podcast préférées. Si vous avez également des idées ou des histoires liées à la vasectomie à nous raconter, vous pouvez nous écrire à audio@hupertan.com et nous on vous dit à très vite.